Bonjour à tous. Il y a 500, pardon, excusez-moi, il y a 150 ans et tout juste un mois, le 24 octobre 1870, était promulgué le décret Crémieux, décret qui accorda la nationalité française aux 37 000 Juifs d'Algérie. Pour aborder ce tournant majeur de l'histoire des Juifs d'Algérie et répondre à nos questions, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Didier Nebo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste de l'histoire des Juifs d'Algérie, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, parmi lesquels 10 commandements, paru tout récemment. Vous êtes également l'un des initiateurs de l'association Morial, l'association des Juifs d'Algérie. Et nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous sur un sujet si intéressant. Merci. Je vous remercie. Oui, allez-y, c'est vous qui continuez. D'accord. Alors, peut-être pour commencer cette conversation, commencer ensemble à poser quelques éléments de contexte. Et peut-être pouvez-vous nous éclairer déjà à quand remonte la présence juive en Algérie et à l'arrivée des Français. Les Français sont arrivés en Algérie en 1830. Quel était le statut des Juifs en Algérie? Alors, d'abord, la présence juive en Algérie. Il y a deux apports juifs en Algérie. Le premier, on va dire, c'est au début de l'ère chrétienne. Et là aussi, il y a deux apports. Il y a un apport qui vient de Cyrénaïque, c'est-à-dire de Libye, et un apport qui vient après la destruction du temple directement de Judée. Et cet apport a été très important et il a permis, si vous voulez, à ces juifs qui sont arrivés de s'amalgamer avec un certain nombre de berbères pour créer des tribus judéo-berbères qui ont existé pendant pas mal de temps. Ça, c'est le premier apport. Et le deuxième apport, un peu plus tard, au 14e et au 15e siècle, en 1391, ça on sait mal, et en 1492, 1391 pour l'Algérie, un deuxième apport qui vient d'Espagne et qui fait qu'il y a eu effectivement beaucoup de juifs à ce moment-là dans cette Algérie. Et ce qu'on sait mal, mais ce n'est pas le sujet, bien sûr, c'est que beaucoup de ces juifs berbères se sont convertis à l'islam. Et avec les siècles, tout ça, on l'a oublié, sont restés juifs uniquement ceux qui étaient avec un certain particularisme, ceux qui étaient dans les villes. Ils ont d'abord lutté contre les tribus arabes, alliés avec les berbères, et puis après, ils se sont effondrés. Et je vous ai dit, soit ils sont devenus musulmans, soit ils sont restés ces juifs qui ont été après, qui ont été absorbés, c'est le mot, par les Juifs qui viennent d'Espagne au XVe siècle. Voilà. Et à l'arrivée des Français en 1830, quel était le mode de vie et le statut des Juifs en Algérie? Alors, c'était le statut de dhimmi, c'est-à-dire que quand les Français sont arrivés en Algérie, en 1830, l'Algérie était sous domination turque, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que ce n'était pas vraiment les Arabes, c'était les Turcs, et avec des lois difficiles, puisque c'était la charte d'Omar, et la charte d'Omar qui avait été établie donc, au 7e siècle, a institué des conditions de vie assez difficiles pour les dhimmis. Qu'est-ce que c'est qu'un dhimmi? Un dhimmi, c'est tout ce qui n'est pas musulman en terre d'islam, les protégés de la cité, de la maison islam. Et ces protégés ont le droit d'exister, mais à la condition d'avoir un statut de citoyen de seconde zone. C'est-à-dire que je vais un peu regarder, parce que je ne le connais pas par cœur, la charte d'Omar, c'était interdiction de se moquer du Coran, interdiction d'avoir bien sûr des relations sexuelles avec une musulmane, obligation de porter un vêtement distinctif, obligation de construire des lieux de culte plus petits que les mosquées, interdiction, 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 interdiction. Il y avait comme ça 12 statuts qui fait que, et puis il fallait payer un impôt, ce qui fait que les Juifs étaient dans un état de soumission assez difficile. Et effectivement, à l'arrivée de la France en 1830, il y avait, c'est le concile, j'en ai parlé lors de notre, du texte que je vous ai fait il y a 3 semaines, un mois, William Scheller, qui était le consul général des États-Unis, dans un livre, Esquisse de l'État d'Alger, a parlé de cette situation épouvantable des Juifs d'Alger. Il donnait un exemple en 1815. À un moment donné, il y avait le pays qui était couvert de sauterelles, et c'était les Juifs qui étaient obligés de s'étendre sur les champs pour comment dirais-je, pour faire en sorte que les sauterelles partent et plein de choses comme ça. Donc effectivement,
les conditions de vie de la communauté juive étaient très difficiles. Très difficiles. L'arrivée des Français, en somme, était une forme de libération Alors, pour on les s'en Juifs sent américains. pas, on s'en est pas rendu compte tout de suite, bien sûr, mais c'était une libération. Et je voudrais parler là d'un fait assez important. En 1835, donc la France arrive en 1830, quelque part, elle libère les musulmans, les Arabes du carcan ottoman, parce que c'était les Turcs qui étaient là, donc tout d'un coup, il n'y a plus de Turcs. Les Arabes sont libérés, eux aussi. Et dans un premier temps, les Français ne prennent pas toute l'Algérie. D'ailleurs, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent pas s'ils doivent prendre toute l'Algérie ou que quelques villes. Ils étaient là théoriquement parce qu'il y avait la course, il ne faut pas oublier, c'était quelque chose d'assez difficile, la course, puisqu'il y avait des captifs chrétiens qui se trouvaient à Alger et les bateaux des corsaires allaient écumer la Méditerranée pour prendre des captifs chrétiens pour les amener à Alger et en espérant des rançons, libérer ces captifs contre des rançons. Et c'est un peu à cause de ça, pour ça, que la France a fait cette expédition avec le fameux coup de l'éventail qui n'était qu'un prétexte. Mais en fait, donc quand la France est arrivée, il y a eu donc effectivement 3 villes qui ont été libérées, c'est-à-dire Alger, Oran et je ne sais plus laquelle, la troisième, qui ont été libérées. Et il y avait des Juifs qui se trouvaient un peu partout. Et Abdelkader a été assez rapidement l'homme, comment dirais-je, providence pour les Arabes, qui a réuni toutes les tribus sous son nom. Et les Français ont accepté de lui donner un territoire, entre guillemets un territoire, c'est-à-dire qu'il avait l'intérieur du pays, avec Mascara qui était sa capitale. Et je passe sur les détails. En 1835, il s'est passé, si vous voulez, le phénomène suivant. Abdelkader a perdu une bataille avec les Français, donc il a été obligé de partir de Mascara, qui était sa capitale, et on va fêter le 6 décembre l'anniversaire tous les ans à Montréal, on fête cet anniversaire, en fait, parce que c'est terrible, et on appelle ça le massacre des Juifs de Mascara, parce qu'au moment où Abdelkader est donc parti vers le sud, Mascara a été ville ouverte, et toutes les tribus de la région ont foncé sur Mascara, les tribus arabes, et ça a été une tuerie épouvantable. Il y a eu des milliers de morts. Et quand les Français Clausel est arrivé donc à Mascara, il a pris sous sa protection les Français, 1835. Donc vous rendez compte et vous vous doutez bien, parce que pourquoi ce massacre des Juifs? Parce que les Arabes les suspectaient de sympathie vis-à-vis des Français. Donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, la France a vu ce qui se passait et les Juifs, effectivement, ont pris fait et cause après pour la France, c'était clair. Oui, effectivement, et on le sait maintenant, 40 ans après, 35 ans après ce massacre, mais 40 ans après l'arrivée des Français, le décret Crémieux a été promulgué. Alors, voilà, donc le décret Crémieux, on va le rappeler rapidement. Les Israélites indigènes du département de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par les lois françaises. C'est-à-dire que, avant le décret Crémieux, il ne faut pas oublier qu'en 1865, le Senatus Consult a proposé aux Juifs et aux musulmans la nationalité française. Il fallait pour ça renoncer aux lois imposées par la charia. Bien et sûr, au statut personnel, pour les Juifs aussi, il fallait renoncer au statut très personnel. Très peu l'ont accepté. C'était des demandes individuelles, c'était pas Absolument, généralisé. Très peu l'ont accepté. Et c'est Napoléon III qui a fait ça. Mais alors donc dans le contexte, alors il y a une petite anecdote. Napoléon III est allé donc même à Médéar en 1865. Et voilà, je vais vous montrer cette petite chose. C'est que à Médéar, Napoléon III a invité toutes les familles les plus représentatives des communautés juives, chrétiennes et musulmanes. Mon arrière-grand-mère en était. Elle a dansé avec Napoléon III qui lui a offert cette petite timbale que je vous montre. Bien. Incroyable. Oui, oui. Et elle est dans ma famille, donc on se la transmet de génération en génération. Excusez-moi, il y a de l'émotion. Bien sûr. En vous en parlant. Donc, en 1870, effectivement,
Pourquoi le décret Crémieux? Parce qu'il y a eu un homme-providence qui s'est appelé Crémieux. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, de temps en temps, vous avez comme ça des hommes-providence qui changent le cours de l'histoire. Il n'y aurait pas eu Crémieux, peut-être je ne serais pas là en train de vous parler, je ne sais pas. En fait, c'est un concours de circonstances absolument exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Crémieux était un avocat de Nîmes, bien sûr juif, qui défendait les causes non seulement de juifs qui étaient persécutés, mais des causes de chrétiens aussi. C'est lui qui a fait l'éloge funèbre de l'abbé Grégoire. Il était ami de Victor Hugo. Il a aidé Victor Hugo à défendre son fils. Donc déjà, il y avait toute une aura, c'était un peu comme, c'est mon point de vue, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, comme Haïm Corsia, que je trouve, qui défend bien les valeurs de la France tout en étant juif. Et Crémieux, c'était ça. Il défendait les valeurs de la France tout en étant juif aussi quand même. En plus, Crémieux s'est fait remarquer en 1840 lors du procès de Damas. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Sa femme s'est convertie et c'est peut-être pour ça qu'il a voulu justement montrer qu'il était juif. Et voyant tout ce qui était fait à ses frères, donc il a voulu les sortir de cette médiocrité, on peut dire comme ça, de cette dimitude. Mais il y a un concours de circonstances qui a fait ça. C'est que Napoléon III a été battu à la bataille de Sedan. À Sedan, c'est la défaite de l'Empire. Et Crémieux était député de l'opposition républicaine. Et effectivement, en 1870, changement de régime, c'est la gauche républicaine avec les valeurs de progrès qui arrivent. Et Crémieux est nommé donc ministre, et c'est comme ça qu'on a eu la chance d'avoir le décret Crémieux. Il n'y aurait pas eu cette défaite. On peut quand même se demander, je vous interromps, on peut quand même se demander, même si effectivement derrière ce décret il y a un homme, Adolphe Crémieux, pourquoi ce décret? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui le justifie du côté français? Justement, c'est ce que je vous dis. En 1870, il y a un changement de régime. C'est la gauche qui arrive avec ses valeurs de justice. Et Crémieux étant le fer de lance de cette histoire, certes il est juif, mais il est français, je vous l'ai dit, il fait d'abord défendre les valeurs françaises plus que le judaïsme, mais le judaïsme aussi. Et donc c'est grâce à ça, c'est une question de chance. De mon point de vue, on a eu la chance de créer un Crémieux là. Il n'y aurait pas eu un Crémieux, peut-être qu'on n'aurait pas été français à ce moment-là. Il y a peut-être aussi une démarche assimilationniste de la part de la France. Oui et non, puisque ce décret n'a pas été donné aux Arabes, aux musulmans. Donc c'est parce que les Juifs ont souffert qu'ils se sont... Et je répète, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, on n'était pas très pro-juif. Hein. L'antisémitisme était quelque chose de patent partout. Et donc, je ne sais pas, on ne peut pas le dire, c'est une théorie à moi, ça. C'est Crémieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours il y a des hommes-providence qui arrivent dans l'humanité. Pour nous, juifs d'Algérie, Crémieux, c'est l'homme-providence. Sans Crémieux, est-ce qu'on aurait été français à ce moment-là? Plus tard, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais moi, je crois que sans Crémieux, on n'aurait pas été français. Et justement, là, vous venez d'évoquer la distinction qui a été faite par ce décret entre les Juifs d'Algérie et les musulmans, puisque les Juifs sont désormais élevés au rang de citoyens, alors que les musulmans ne le sont pas. Il y a une forme de discrimination envers les musulmans. Et quelles ont été les conséquences de cette distinction inédite entre les deux communautés? Alors, des conséquences des deux côtés, en fait. Déjà, pour les musulmans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le juif, il y avait une cohabitation pacifique correcte, mais parce que les juifs étaient en état de soumission par rapport aux musulmans. Il ne faut pas l'oublier, ça a été toujours comme ça. Et puis tout d'un coup, effectivement, les juifs sont plus que les musulmans, parce que tout d'un coup, on leur propose une nationalité française. Et il y a eu beaucoup les musulmans ont difficilement accepté ça. Ils ont difficilement accepté, on peut le voir. Déjà, vous avez vu qu'en 1835, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce massacre de Mascara, alors que les Juifs n'étaient pas encore français.
juste parce qu'ils étaient suspectés Suspecté. de préférer les Français à l'islam. À Mascara, il y a eu ce massacre déjà. Ensuite, en 1871, effectivement, après cette proclamation du décret Crémieux, parce qu'il n'y a pas que le décret Crémieux qui a été promulgué à cette époque, en 1870. Il y a également le fait que l'Algérie, qui était en régime militaire, passe tout d'un coup en régime civil avec 3 départements, avec le fait qu'on donne des quotas pour que les colons puissent venir s'installer. Donc les musulmans, pour eux, c'était une horreur. Donc il y a eu une révolte en 1871. L'origine de cette révolte, c'était pas, comment dirais-je, c'était pas le décret Crémieux. L'origine, c'était que l'Algérie devienne un département français, alors que pour les Arabes, c'est une terre arabe, ce qui n'est pas faux non plus, bien sûr. Et ce qui s'est passé, donc il y a eu cette révolte, surtout en Kabylie et ailleurs aussi, en 1871, parce que cette Algérie devenait française, mais qui a trinqué également les Juifs, parce qu'il y a quand même le chef des insurgés qui a dit cette phrase terrible. On ne retient que cette phrase, qui a dit, et je veux bien me mettre au-dessous d'un sabre, dût-il me trancher la tête, mais au-dessous d'un juif, jamais, jamais. Donc c'est terrible de dire une phrase pareille. Encore une fois, pourquoi je vous dis, il y a plusieurs musulmans qui m'ont dit oui, cette révolte de 1871, c'était pas contre les Juifs, c'était parce que l'Algérie était devenue française. C'est plutôt ça. Je veux bien, mais on a mangé du juif là aussi, de toute façon. Donc il y a eu 1871 les musulmans qui n'ont pas accepté ça. Ensuite, il y a eu du côté musulman, on parle. Il y a eu également en 1934 un pogrom à Constantine, très important, puisque un juif sourd a uriné sur le mur de la mosquée. Bon. Et puis il y a eu une bataille, une dispute. Et à ce moment-là, c'est un pogrom, il y a eu beaucoup de juifs qui ont été tués. Et enfin, un dernier élément pour vous montrer cette animosité, c'est que je crois que c'était le 10 décembre 1960. Moi, j'étais là-bas, à Alger. Le 10 décembre 1960, il y a eu une grande manifestation arabe en 1960. La grande synagogue d'Alger, j'ai des photos, on est seul à Montréal à avoir ces photos. La grande synagogue d'Alger a été brûlée avec des slogans morts aux juifs. C'est vrai que je me rappelle, avec des amis, certains disaient on est là depuis des siècles, on va partir. Eh bien, je peux vous dire que avoir vu ça, et puis des attentats terribles, des attentats contre les Français, mais contre les Juifs aussi. J'ai le souvenir d'un ami à moi dont le père était dans la Casbah, avait un magasin d'objets juifs religieux, et il a été assassiné par une balle en pleine tête parce qu'on savait parce qu'il était juif. Donc, juif et français depuis le décret. Juif et français, pardon. Juif et français, absolument. Alors c'est vrai que... et j'ai un ami que vous connaissez tous maintenant, qui est resté là-bas, Jean-Pierre Liédo, qui a décidé dans un premier temps... sur voilà, qui a décidé dans un premier temps de rester là-bas. Je le connais très bien, hein, c'est un ami. Et qui n'a pas pu rester. Parce que... et qui est parti. Donc, ça, alors effectivement, oui, ce décret a créé une animosité entre les deux communautés, aussi bien en 1871, quelques mois après la promulgation du décret, qu'en 1934 ou en 1960. Donc, on voit bien que les conséquences ont été à long terme. Voilà. Envers les Juifs, parce qu'ils étaient devenus français et représentaient du coup cette société qui venait envahir la terre arabe. Même si individuellement, les rapports étaient assez correct quand même. Mais quand la politique s'en mêlait, dans tous les sens du terme, la petite politique ou la grande politique, c'était terrible et il y avait ces manifestations épouvantables du côté musulman. Mais pas que, comme vous l'avez dit. Non seulement du côté musulman, mais du côté chrétien, si. Alors effectivement, on sait que les Français se sont rapidement, je ne dis peut-être pas intégrés, mais assimilés. Ils ont assimilé la culture française, ils se sont assimilés à la société française assez vite. Et on leur a émis pas mal de reproches du côté musulman parce qu'ils reniaient leur héritage et leur culture, mais aussi du côté français.
quels étaient finalement les motifs du côté français? Bah, du côté français, écoutez, c'est le motif classique, malheureusement depuis des siècles. Le juif est responsable de tout. Le juif, en fait, vous savez, j'ai écrit un livre là-dessus aussi. Ce sont les pères de l'Église, Saint Augustin, Tertullien et Saint Cyprien. J'ai même traduit du latin, vous savez, pour ça. Et il y a un traité de Saint Cyprien qui s'appelle Contre les Juifs. Et en fait, la doctrine de l'Église, c'était les Juifs, peuple déicide, peuple à mépriser, peuple qui doit exister, mais peuple qui doit être moins que nous. Et ça a été cette doctrine pendant des siècles. Donc, vous comprenez très bien que dans ce 19e siècle, où les esprits sont encore influencés par l'Église, d'autant, petite parenthèse, c'est simplement Jean 23, donc au XXe siècle, qui a supprimé cette notion de peuple déicide. Vous vous rendez compte, il a fallu attendre le XXe siècle. Donc vous comprenez très bien que c'est un antisémitisme primaire qui existe et qui a soulevé ces foules chrétiennes, pas tout de suite, parce qu'il leur a fallu une vingtaine d'années. Alors, où ça a été terrible, c'est à 3 fois. Ça a été d'abord en 1898. Et là, ma grand-mère, excusez-moi, en 1898, il y a eu un massacre parce qu'à la suite de l'affaire l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus a pris, on le sait mal, une dimension incroyable en Algérie. Il y avait un journal qui s'appelait L'Anti-Juif, qui tenait des propos terribles. Par exemple, si je retrouve, voilà ce qu'il disait. Enfin, il faut égorger ces gens. J'ai pas ça sous les yeux. Le journal anti-juif. Et le 28 janvier 1898, mon grand-père était en pleine Casbah avec son frère jumeau. Et il y a eu une manifestation contre les Juifs, à mort les Juifs, à cause du décret Crémieux, à cause de, oui, à bas le décret Crémieux, mort à Dreyfus, etc. Et à un moment, il y a quelqu'un qui arrive dans leur direction avec un grand couteau. Mon grand-père et son frère jumeau étaient contre un parapet. Et donc, c'était eux ou lui. Et ils l'ont mis, il y avait un précipice de 50 mètres, ils l'ont mis par-dessus le précipice. Est-ce que c'est de là que je veux m'occuper de mémoire? Je ne sais pas. Et mon grand-père et son frère jumeau ont été obligés de partir d'Alger parce qu'ils ont eu peur, très peur. Ils sont partis dans un petit village qui s'appelle Castiglione, c'est là où je suis né, à côté d'Alger. Donc, il y a eu donc ces massacres. Ensuite, vous doutez bien que ça a été mieux en 1914. On a voulu donc montrer qu'on était français. Effectivement, beaucoup de Juifs d'Algérie se sont engagés dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la France. On ne s'est pas engagé, puisqu'on était français. Oui. Donc, on devait le faire. Mais on l'a fait, si vous voulez, avec joie. Pour montrer votre attachement aux valeurs françaises. Voilà. Dans ma famille, j'ai 3 de mes ancêtres qui sont morts sur le front. Et lors de la commémoration du décret, lors de la guerre 14-18, on a fait une commémoration il y a quelques années, justement pour cette Première Guerre mondiale, hommage aux soldats juifs d'Algérie morts pour la France, avec un grand kaddish avec le rabbin Chaim Korsia. Donc, on a voulu. Ensuite, il y a eu l'épisode que vous connaissez de l'affaire de la Deuxième Guerre mondiale, avec, on a reperdu le statut, le décret Crémieux a été abrogé. Oui, on a perdu le statut on était juifs indigènes. Et ce que très peu de gens savent, c'est que l'opération Torche, qui a permis aux Alliés de débarquer, qui a fait en sorte que pour nous, ça s'est arrêté, les persécutions. L'opération Torche était la résistance locale qui a aidé les Américains à débarquer. Dans cette résistance locale, sur à peu près 400 résistants, il y avait 80% de juifs. Donc, effectivement, voilà en 1940. Après, il y a eu un court temps, après la guerre 45, jusqu'en 62, c'est peu d'années, et après, effectivement, ça a été terminé. Et effectivement, il y a aussi un épisode assez marquant en 1960 à Alger. Peut-être que vous voulez nous en parler,
avant de passer aux questions. Et on pourra conclure sur, du coup, la guerre d'Algérie. Ben oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1960, il y a eu plusieurs choses. Alors nous, juifs d'Algérie, on était français, on était même pieds noirs. C'est-à-dire avec les chrétiens, avec une petite réticence quand même, sauf pour quelques copains. Moi, j'avais 19 ans, 18 ans, je me rappelle très bien. Petite réticence, parce que dans l'OAS, c'est l'OAS qui défendait les Français d'Algérie, il y avait quand même d'anciens pétainistes. Et ça nous dérangeait beaucoup, quand même, beaucoup. Donc, on était pour l'Algérie française, mais on ne pouvait pas se coller avec ces gens d'OAS, pas entièrement, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de pédélistes. Et donc, est arrivé ce qui devait arriver, avec ces attentats, il y a eu beaucoup d'attentats, beaucoup de morts, et il est arrivé qu'on est obligé de parler. Moi-même, j'étais enfermé, 3 semaines, mes parents ne savaient pas où j'étais, et dès que j'étais libéré, on est parti avec 2 valises. Voilà cette histoire. Merci Didier Nebo, en tout cas, pour ce témoignage, parce que c'est un témoignage, voilà, c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est un témoignage vivant. Il y a des anecdotes que je pense les auditeurs n'oublieront pas. Je pense qu'on peut passer aux questions. Je suppose qu'il doit y en avoir pas mal. Allez-y. Oui, bonsoir. Merci beaucoup Didier Nebo pour ce témoignage passionnant. Alors, on a plusieurs questions, plusieurs commentaires. Je vous cite un commentaire qui nous dit « Merci d'avoir cité les Berbères. Je suis moi-même berbère et dans ma culture, il y a des restes de ce passé, des restes de ce judaïsme. Par exemple, les proverbes de la sagesse en kabyle, de la sagesse berbère, les juifs berbères qui sont soi-disant convertis à l'islam, savent qu'ils sont originaires des berbères juifs. Notre combat pour l'identité berbère pour notre culture intègre tous ces aspects. Les islamistes veulent nous anéantir en nous arabisant, ils ne réussiront jamais. Alors, justement, je voudrais vous répondre. J'ai écrit 2 livres, moi. Celui-là, l'Afrique judo-berbère des origines aux Almohades, et un autre qui s'appelle la Kaena, que vous voyez peut-être, je ne sais pas. Voilà, là, remontez un petit peu le titre. Voilà, qui a été traduit dans pas mal de pays. Et à la suite de ces livres, j'ai donné des conférences parmi les Berbères. Et je peux vous dire une chose, je me suis senti comme un poisson dans l'eau parmi les Berbères. J'ai pas eu l'impression de me retrouver, parce que c'est vrai qu'on sait mal ça, on le sait pas bien. Les Berbères, certains disent que ce sont des Arabes. Non, c'est faux. Et quand j'ai écrit ces livres-là, comme je vous l'ai dit, j'ai été invité dans parmi beaucoup de Berbères. Même encore aujourd'hui, j'ai ces contacts avec ces Berbères qui sont magnifiques. Et effectivement, il faut le souligner. Robert? Oui, alors, c'est Marie-Sarah qui vous parle à présent. Alors, j'ai donc d'autres questions. Il y a beaucoup de commentaires très positifs sur le live Facebook. Les gens sont vraiment très, je crois, émus qu'on leur parle de cette histoire et qu'on rappelle tous ces faits importants. Alors, j'ai une question, Didier Nebo. Pensez-vous que l'histoire des Juifs d'Algérie est assez connue des jeunes Juifs français aujourd'hui? Comment faire pour mieux la faire connaître? Non, elle n'est pas assez connue. Bien sûr que non. Alors, c'est vrai que nous avons, notre association Montréal qui s'appelle Mémoire et Tradition des Juifs d'Algérie. On a un gros travail, on a un site qui est très important. Et nous avons, écoutez, des millions de pages qui sont vues, non seulement de France, mais d'Algérie, beaucoup d'Algériens, bien sûr, des États-Unis. Et nous espérons le développer encore plus. Donc, effectivement, il faut faire connaître, et peut-être un musée, enfin on en parlera un petit peu plus tard, pour mettre en avant la culture séfarade et la culture d'Algérie, des Juifs d'Algérie aussi, bien sûr. C'est pas assez connu, d'autant qu'en Israël, on nous a fait un reproche, nous, Juifs d'Algérie, d'être venus directement en France, de ne pas avoir été en Israël, alors que beaucoup de Marocains ont été soit aux États-Unis, Canada ou en Israël. Ben oui, on n'a pas pu, on était français. Donc, ça ne s'est pas posé dans un premier temps. Et il y a eu une sorte de procès, et on sait mal qu'en 1800 et des poussières, je n'ai plus la date exacte, il y a beaucoup de Juifs d'Algérie qui sont partis
en Terre Sainte, ça, on sait mal. Il y a même des tableaux qui ont été faits à cette époque-là, et on a sur le site de l'association Montréal, oui, effectivement. Alors, un petit mot aussi sur l'association Montréal qu'on félicite, qui organise plusieurs commémorations par an aussi d'événements marquants liés à l'histoire des Juifs d'Algérie et qui est aujourd'hui présidée par Serge Dahan, voilà, qui font un travail incroyable. Donc, n'hésitez pas à aller visiter leur site. Voilà, merci beaucoup. Trois questions, remarques en même temps sur ce que vous avez dit, et notamment qui touchent au décret Crémieux lui-même. Première question, est-ce que Crémieux n'a offert la nationalité française qu'aux seuls juifs en Algérie? Deuxième partie, quelqu'un nous dit que le décret a été interprété comme ne s'appliquant pas à tous les juifs d'Algérie, notamment les juifs sahariens en étaient exclus, puisque le bénéfice n'était qu'aux Israélites des départements de l'Algérie. Troisième question, tout n'était pas si rose, puisque 8 mois après la publication du décret Crémieux, le ministre de l'Intérieur, Lambrecht, a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi tendant à son abrogation. Oui, exact, c'est ça. Alors, pour la première question, c'était quoi déjà, la première question? Est-ce que le décret Crémieux ne considérait, est-ce que le décret Crémieux ne concernait que les Juifs? Alors, on sait Oui, que non. bien sûr que. Non, le décret avait le décret, c'est plusieurs. Il y avait 6 décrets. Il y avait, oui, bien sûr. Non, il y avait, oh là là. Oui, il y avait plusieurs décrets. D'abord, il y a eu également l'interdiction de la polygamie. Le décret Crémieux, donc c'est l'article numéro G là, 136. Il y avait également le décret numéro 137 qui reprenait les termes du Sénatu consulte, mais pour les musulmans. Et la deuxième question est plus pertinente, effectivement, les juifs sahariens n'ont pas eu la nationalité française tout de suite. Ils l'ont eu qu'en 1900, je ne sais plus la date exacte, ils n'ont pas eu tout de suite. Et en 1871, on a voulu en France, effectivement, abroger le décret Crémieux, vous avez absolument raison. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la personnalité d'un Crémieux qui se trouvait au gouvernement, parce qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Sedan, c'est la chute de l'Empire. Et les réformes, on les fait, vous savez bien, dans les 3 premiers mois. Et tout de suite, il y a la chute de l'Empire. Sedan, c'est au mois d'août, je crois, ou septembre, je ne sais plus. Et tout de suite, il y a le gouvernement de gauche d'Union avec Crémieux, qui est ministre de la Défense, je crois, ou de la Justice, et il met ce décret. Donc, il prend tout le monde un peu, non seulement à contre-pied, mais les gens sont un peu abasourdis. Et absolument, 1 an plus tard, on a essayé d'abroger ce décret Crémieux. Absolument. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une chance qu'on a eue avec ce Crémieux. Et juste parmi les articles du décret Crémieux, mais corrigez-moi si je me trompe, est-ce que ils n'ont pas proposé la nationalité française aussi à certains musulmans? Oui, non, à ceux qui le voulaient, oui, absolument, mais de manière individuelle. Il n'y a pas eu un décret global. Donc, ok, la nationalité française généralisée, c'était que pour les Juifs. Pas que pour les Juifs. Ils ont proposé, mais ça ne s'appelait pas Crémieux, ils ont proposé la nationalité française aussi aux Espagnols qui venaient, aux Maltais qui venaient. Tous ces gens-là n'étaient pas français dans un premier temps. Parce qu'en 1870, non seulement c'est plus le régime militaire, donc c'est le régime civil avec 3 départements, plus la naturalisation d'un tas de gens. Et puis on interdit la polygamie, parce qu'il y avait la polygamie aussi. Voilà un petit peu. Donc c'est vrai que c'est une histoire politique, comme vous l'avez dit. C'est parce que dans ce moment de 1870, la chute de l'Empire de Napoléon III, on a eu quelques mois, une fenêtre de quelques mois qui a permis toutes ces lois. Et je vous l'ai dit, quelques mois plus tard, s'il avait attendu pour faire ce décret Crémieux 6 mois, 1 an plus tard, on l'aurait peut-être pas eu. On l'aurait peut-être pas eu. Il faut le savoir, ça. Alors, on a une dernière question pour vous, Didier Nebo. Alors, combien de Juifs sont restés en Algérie après l'indépendance? Quel était leur statut? Combien en reste-t-il aujourd'hui? Et une question qui suit un peu celle-ci, qu'est-ce qui explique de nos jours que les relations soient si tendues entre les Juifs et l'Algérie? Oui. Ce n'est pas le cas avec le Maroc et la Tunisie. Oui, écoutez, combien il est resté de Juifs? Très peu. Très très peu de Juifs. Il y en a encore. Comment je le sais?
parce que j'ai des amis de par Montréal et de par les livres que j'ai écrits, sur les Berbères en particulier, donc j'ai des relations d'amitié avec certains musulmans, on va dire ça comme ça. Il y a quelques juifs, mais ils ne disent pas qu'ils sont juifs. Ils ne font rien. Certains sont restés. On a parlé du cas de Jean-Pierre Léliot. Ils n'étaient pas nombreux du tout même. Et la vie était très difficile pour eux. Donc ça n'a pas été possible. Et enfin, pourquoi les relations sont tendues? Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Quand François Hollande est parti en Algérie il y a quelques années, j'avais écrit une lettre ouverte au nom de Montréal, puisque j'étais le président de Montréal à cette époque-là, une lettre ouverte à François Hollande et puis au président algérien, de main tendue, la main tendue, en disant que ce serait bien qu'on retourne sur la tombe de nos ancêtres, etc., etc. Ça a été épouvantable. J'ai reçu des lettres de menaces, oui, de menaces, au point que j'étais obligé de changer le siège de l'association Montréal pour ne pas avoir de problème. Et une autre chose, notre ami qui n'est plus là, que vous connaissez tous, et qui s'appelait, comment il s'appelle, Benazera, avait décidé d'organiser pour aller sur la tombe des sages de Tlemcen, des grands rabbes, c'est bien qu'on termine par ça, tiens, des rabbes de Tlemcen, il avait organisé une sorte de pèlerinage. C'est-à-dire individuellement, les pèlerinages, on peut y aller, hein, même aujourd'hui. Mais là, le pèlerinage était en tant que groupe juif, c'est-à-dire c'était l'association des Zoranais. Donc, il avait l'autorisation des autorités algériennes et locales et de partout. Donc, ils devaient partir à une vingtaine. Et au dernier moment, ils ont reçu un contre-ordre. Ils n'étaient pas les bienvenus, ils ne pouvaient plus y aller. Voilà, parce que je crois que malheureusement, l'Algérie d'aujourd'hui, me semble-t-il, je ne sais pas, ça va peut-être changer, je ne veux pas non plus généraliser, un certain nombre de gens de l'Algérie d'aujourd'hui assimilent dans leur esprit l'Algérie, enfin les Juifs qui étaient originaires, qui étaient là-bas, à Israël. Ils n'ont pas encore, ça va venir, j'espère. Moi, je suis pour les mains tendues, bien sûr. Et voilà, c'est peut-être un peu ça la difficulté du dialogue avec eux, alors que vous dites qu'avec la Tunisie et le Maroc, Tunisie aujourd'hui non quand même, mais enfin bref, avec la Tunisie et le Maroc, c'est pas tout à fait la même chose, vous avez raison, c'est pas tout à fait la même chose. Peut-être que, je sais pas, ils ont une impression qu'on leur prenait leur pays parce que l'Algérie, qui a été département français, la Tunisie et le Maroc n'ont pas été des départements français, des protectorats, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut espérer que tout ça, ça soit dépassé, que la sagesse arrive pour tous les hommes de bonne volonté. Parce que vous savez, la paix, la fraternité, la main tendue, c'est important ça. C'est très important. Merci beaucoup Didier Nebo pour tes paroles de paix. Voilà, c'est un beau message pour conclure. Effectivement, voilà, les relations avec l'Algérie sont un peu tendues. D'un côté, peut-être parce qu'ils en veulent à ces Juifs qui sont partis, qui ont eu cette nationalité. Et voilà, cette distinction finalement qu'a créé le décret Crémieux entre les deux communautés, pour l'instant, n'a pas été rétablie. Non, mais il faudrait qu'ils n'oublient pas, pardon de vous couper, que si on a pris cette nationalité, c'est parce que il y a eu de la dimitude, il y a eu beaucoup. Oui, les Juifs avaient le statut de dhimmi, ils étaient inférieurs, effectivement, ils étaient soumis. C'était une solution à leur statut. On a eu peur, on a eu très peur. Et je parle en connaissance de cause. Mais je veux la main tendue, encore une fois, avec eux. Merci beaucoup. Ouais. C'était une conversation très intéressante, très émouvante, sincère et voilà, ça nous a beaucoup plu. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Merci. Merci beaucoup Johanna et Didier pour cet échange, comme le disait Johanna, très émouvant et très sincère. Et je crois que nos internautes ont beaucoup apprécié cet échange. Les commentaires continuent d'affluer pour vous féliciter tous les deux pour la qualité de cette conversation.
Merci beaucoup. Merci donc à tous les deux et merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Nous vous retrouverons très bientôt pour une prochaine conversation du CRIF. Je vous invite à rester connectés sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.